Vous pensez connaître le cinéma des années 1950? Réfléchissez-y à nouveau. Sous le glamour de Boulevard du Crépuscule et la romance de Vacances romaines se cachent des chefs-d'œuvre oubliés, des films si bruts, audacieux et en avance sur leur temps qu'ils bouleverseront votre idée de la décennie. D'une dépression glaçante d'un vétéran de guerre dans Edge of Fury à la folie régie par la mafia de Try and Get Me, ces joyaux cachés n'ont pas seulement diverti, ils ont exposé, ils ont défié et ils ont percé le vernis brillant d'Hollywood. Découvrons les véritables années 50, un film stupéfiant à la fois, La Nuit du démon, 1957. Avant que l'horreur ne devienne gore et remplie de sursauts, Jacques Tourneur nous a offert une leçon magistrale de terreur psychologique. La Nuit du démon est un joyau de l'horreur britannique qui a osé mélanger scepticisme, folklore et atmosphère inquiétante. C'est l'histoire d'un psychologue américain qui se rend en Angleterre pour démystifier un culte de satanistes jusqu'à ce qu'il commence à voir des signes qu'il ne peut expliquer. Pas de carnage insensé ici, juste une peur rampante, des symboles griffonnés sur du papier ancien et une malédiction qui résonne comme une bombe à retardement. Tourneur, qui avait auparavant terrifié le public avec Cat People, joue sur le pouvoir de la suggestion, le démon en question, à peine montré, mais la tension est incessante. Dana Andrews incarne parfaitement l'homme rationnel se désintégrant sous la pression surnaturelle. La cinématographie, imprégnée d'ombres et de brouillard, emprisonne le spectateur dans une atmosphère de doute. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginé? Le film attaque habilement l'arrogance de la science moderne et la confronte à un mal ancestral, un thème toujours pertinent aujourd'hui. La Nuit du démon a été mutilée lors de sa sortie américaine, rebaptisée Curse of the Demon avec des scènes de monstres ajoutées, mais c'est dans la version originale que réside son éclat. C'est un film d'horreur intellectuelle, lentement brûlant, profondément perturbant et intelligemment écrit, un véritable joyau caché qui a pavé la voie pour les futurs classiques de l'horreur. Le point de rupture, 1950. Oubliez le port de l'angoisse, c'est la vraie adaptation d'Hemingway. Réalisé par Michael Curtiz et mettant en vedette un John Garfield fatigué et dur, The Breaking Point est un noir tragique sur la dignité, le désespoir et le prix moral de la survie. Garfield joue Harry Morgan, un capitaine de bateau de pêche dont les difficultés financières le poussent à s'engager dans des affaires louches qui entraînent des conséquences mortelles. L'histoire ne mâche pas ses mots. La performance de Garfield est brute et émotionnelle, incarnant la lutte d'un homme s'accrochant à l'honneur dans un monde déshonorant. Joano Hernandez, dans le rôle de son ami loyal Wesley, offre une performance en avance sur son temps, empreinte de force tranquille et d'intégrité. Son destin brisera votre cœur. Patricia Neal en tant que tentation sulfureuse et magnétique sans jamais devenir une cliché. Curtis enlève le glamour pour exposer le ventre pourri de l'Amérique d'après-guerre. Il n'y a pas de filet de sécurité ici. Chaque décision a du poids, et chaque erreur a un coût. Le point de rupture était l'avant-dernier film de Garfield avant d'être mis sur liste noire, et on ressent sa défiance dans chaque scène. C'est un film sur des hommes poussés à l'extrême, et ce qu'ils perdent lorsqu'ils franchissent finalement cette limite. Un film noir, oublié avec un poids émotionnel, et un commentaire social qui ne semble jamais moralisateur. Celui-ci vous marquera. Pick Up on South Street, 1953. Imaginez le troisième homme, mais situé dans le New des années 1950. Moite et sale. York, Pick Up on South Street est un noir de la guerre froide qui ne se soucie pas du patriotisme. Il s'agit de survie. Richard Widmark joue un habile pickpocket qui soulève par accident un microfilm à une femme suivie par des agents du gouvernement. Soudainement, il se retrouve au milieu d'un jeu d'espionnage qu'il n'a jamais sollicité. Mais ce n'est pas un thriller d'espionnage, au sens de James Bond. C'est sale, cynique, humain. Le film suit des personnes qui vivent dans des appartements miteux et volent des portefeuilles pour manger. Widmark est délicieusement amoral, tandis que John Peters est la femme débrouillarde prise dans le pétrin. Mais la véritable âme du film est Thelma Ritter en tant que Mo, l'informatrice vieillissante qui vend des secrets pour de l'argent d'enterrement. Son monologue sur la mort et la dignité vous entra. Elle a obtenu une nomination aux Oscars et elle méritait de gagner. Le réalisateur Samuel Fuller filme la ville comme une jungle et ses dialogues claquent comme un fouet. Tu brandis le drapeau devant moi, ricane Widmark, car ce n'est pas un film sur les héros. Il s'agit de survivre dans un monde où même la décence est un luxe. Les critiques l'ont ignoré à l'époque. Aujourd'hui, il semble plus vivant que jamais, brut, élégant et irréductible. Ce film mord. Bord de fureur, 1958. Bord de fureur est l'une des études de personnages les plus troublantes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Tourné avec un budget dérisoire et enterré peu après sa sortie, le film explore la déchéance d'un jeune homme mentalement perturbé.
Richard, qui semble inoffensif au début, mais sombre lentement dans une obsession violente. Richard est un vétéran de guerre et peintre amateur. Il loue un cottage à une famille aimable composée de 3 femmes, la mère, la fille et la petite sœur, espérant se rétablir en paix. Mais sous son apparence calme, mijote répression, paranoïa et un sentiment d'attachement déformé. Plus elle l'accueille, plus il s'isole et se fixe, surtout sur la fille. Ce qui rend Edge of Fury si puissant, c'est la lenteur étrange avec laquelle la dégradation se produit. Ce n'est pas un film d'horreur. Il n'y a pas de tonnerre ni de sursaut, juste des petites choses. Un regard gênant, un geste oublié, le bruit d'une porte qui se ferme et qui dure trop longtemps. Et puis, une nuit, tout se fracture. Le film ressemble à un cousin de Taxi Driver, des années avant que De Niro ne prenne le volant. Il y a un réalisme dérangeant dans la descente de Richard, et la réalisation accentue la claustrophobie. Plans rapprochés, intérieur sombre, silence soudain, même la nature commence à sembler fausse. Longtemps ignoré en raison de ses thèmes dérangeants et de sa sortie limitée, Edge of Fury est un chef-d'œuvre de suspense psychologique lent. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. La gentillesse ne guérit pas toujours l'obscurité. Parfois, elle alimente. Le casque d'acier, 1951. Avant que Hollywood n'ose remettre en question la guerre, le casque d'acier posait la question. Et si l'ennemi n'était pas seulement de l'autre côté du champ de bataille, mais à l'intérieur de votre propre pays? Réalisé par le non-conformiste Samuel Fuller avec un budget dérisoire et filmé en seulement 10 jours, ce récit de la guerre de Corée ne glorifie pas le combat. Il l'humanise avec courage, sueur et vérité. Gene Evans joue un sergent marqué par les combats, avec un casque criblé de balles et aucune patience pour les actes héroïques. Il a pour mission de tenir un temple bouddhiste tout en étant pris entre des soldats nord-coréens et des tensions raciales au sein de son propre régiment. Il y a un médecin afro-américain, un soldat nippo-américain et un orphelin coréen, chacun étant le reflet de l'Amérique. Contradiction. Les dialogues sont brutaux et non filtrés. Lorsqu'un prisonnier de guerre se moque des États-Unis pour avoir lynché leurs propres citoyens noirs, il n'y a pas de réplique, juste le silence. C'était 1951, en plein cœur du patriotisme de la guerre froide. Pourtant, Fuller a osé remettre en question l'éthique militaire, le racisme et la définition même de l'héroïsme. Le résultat? Le premier film américain sur la guerre de Corée, brut, non censuré et en avance sur son temps de plusieurs décennies. Tourné comme un coup de poing dans le ventre, The Steel Helmet n'a pas pour but de divertir. Il vise à vous réveiller. Bonjour Tristesse, 1958. Une tragédie onirique déguisée en drame initiatique. Bonjour Tristesse est une exploration silencieusement dévastatrice de la manipulation, de la culpabilité et de la perte de innocence. Réalisé par Otto Preminger et basé sur le roman de Françoise Sagan, il met en vedette Jean Seberg dans le rôle de Cécile, une adolescente insouciante vivant une vie luxueuse avec son père libertin, David Niven, sur la Côte d'Azur. Mais sous les plages baignées de soleil et les fêtes décadentes se cache une pourriture émotionnelle. Quand le dernier intérêt amoureux de son père, Anne, interprétée par Deborah Kerr, menace leur liberté bohème avec maturité et discipline, Cécile élabore un plan qui se transforme en tragédie. Ce qui rend ce film extraordinaire n'est pas seulement le performance, c'est la structure. Tourné en noir et blanc froid et désaturé pour le présent et en couleur vive pour le passé, cela inverse les teintes naturelles du temps. Le bonheur ici appartient à la mémoire. Le regret tache le présent. Et le dernier plan, un lent tourbillon spectral d'une jeune fille dansant, réalisant trop tard ce qu'elle a détruit. Seberg, avec ses grands yeux et ses dagues cachées, offre la performance de sa carrière. Niven est tragique dans son charme. L'effondrement silencieux de Kerr est déchirant. « Bonjour Tristesse », murmure sa douleur, puis la laisse résonner. « Try and get me ». 1950. Rarement un film a-t-il osé traîner le public américain dans le tribunal de sa propre conscience comme Try and Get Me, également connu sous le nom de The Sound of Fury. Basé sur un fait divers, ce drame policier psychologique suit Howard Tyler, un père de famille désespéré et sans emploi, entraîné dans un plan de vol. Ce qui commence comme un petit larcin se transforme en un acte terrifiant qui déclenche un emballement médiatique. Timide, Frank Lovejoy interprète Howard comme un homme écrasé sous le joug de la pauvreté, humble, effrayé et désespérément triste, humain. Lloyd Bridges, dans un rôle de méchant rare, incarne le sociopathe habile qui manipule Howard jusqu'à l'effondrement moral. Mais ce n'est pas seulement leur dynamique qui rend ce film explosif, c'est ce qui se passe après le crime. Les médias s'en mêlent, le public réclame du sang et la ville plonge dans une frénésie de vengeance, en proie au chaos provoqué par des manchettes sensationnelles.
Le réalisateur Cy Enfield peint un portrait d'une justice populaire si brutale que le dernier acte ressemble plus à de l'horreur qu'à du noir. La salle d'audience devient un cirque, les habitants un jury de colère et de peur, et Howard, un agneau sacrificiel offert non pas pour la justesse, mais pour la catharsis. Le film a été enterré peu après sa sortie, son commentaire social trop brut, trop accusateur, mais c'est l'une des dénonciations les plus troublantes de la pensée de groupe jamais mise à l'écran. Les scènes finales résonnent avec la vérité terrifiante. Parfois, la chose la plus effrayante n'est pas le criminel, c'est la foule. The Crimson Kimono, 1959, race, romance et meurtre dans le Los Angeles d'après-guerre. Le Kimono écarlate est à la fois un film noir, un commentaire social et un véritable précurseur. Réalisé par Samuel Fuller, encore une fois, l'histoire suit deux détectives, un blanc, un japonais américain, enquêtant sur le meurtre d'une danseuse de burlesque. Mais à mesure qu'ils s'approchent de l'affaire et de la même femme, la jalousie, le racisme et les traumatismes enfouis font surface. Ce qui distingue ce film, ce n'est pas seulement qu'un Américain japonais soit le protagoniste romantique, une chose presque impensable en 1959, mais que le film traite l'identité avec profondeur. James Shigeta est calme, compétent et sensible. Sa tension romantique avec Victoria Shaw est traitée non pas comme exotique ou tabou, mais sincère. La caméra s'attarde sur des moments de calme, un regard, une respiration, une hésitation. Le scénario de Fuller ne fait pas la leçon, il se déroule. Les préjugés raciaux d'un personnage n'explosent pas en violence, ils se fanent dans la honte. La confrontation finale ne porte pas sur la vengeance, elle porte sur compréhension. Tourné dans les rues réelles de Los Angeles, The Crimson Kimono est à la fois brut et intime. Il était des décennies en avance sur son temps, un murmure de ce que la représentation pourrait être et un défi à ce qu'elle n'est toujours pas. Le foulard, 1951. The Scarf est un film noir sombre et sinueux qui échange l'attente urbaine contre un désarroi psychologique. John Ireland joue John Barrington, un patient psychiatrique échappé. Du moins, c'est ce qu'on lui a dit. Mais alors qu'il erre dans les environs désolés de Californie, des morceaux de sa mémoire fragmentée commencent à émerger, révélant une conspiration bien plus sinistre qu'une simple folie. Le film plonge le spectateur dans un monde où rien ne peut être fiable, pas même l'esprit du protagoniste. La clé de son passé pourrait se trouver dans une mystérieuse écharpe rouge, ou dans les personnes étranges qu'il rencontre, un professeur reclus, un psychiatre manipulateur et une chanteuse de cabaret vulnérable interprétée par Mercedes McCambridge. Le réalisateur Ewald André Dupont parsème l'histoire de paranoïa, en mettant en scène des scènes dans des granges remplies de brouillard, des restaurants solitaires et des couloirs psychiatriques résonnants. Il y a un ton kafkaïen ici. Et si tout le monde pense que vous êtes fou, et ce sont eux qui cachent la vérité? La performance d'Ireland est tendue de peur et de fureur à peine réprimée, tandis que McCambridge apporte une vulnérabilité saisissante à son rôle. Et la fin? Ce n'est pas un retournement de situation, c'est une cassure, où la vérité finit par éclater le film comme une balle qui traverse du verre. The Scarf n'est peut-être pas un nom connu, mais sa tension psychologique et son sens du noir méritent d'être reconnus. C'est une histoire de folie, de manipulation et de survie, et elle vous laisse à vous interroger sur tout. Dix, The Tall T, 1957. Ce n'est pas votre western poussiéreux de cow-boy. The Tall T réduit le western à son aspect psychologique. Os. Réalisé par Bud Bouticher et basé sur une histoire d'Elmore Leonard, il met en vedette Randolph Scott dans le rôle d'un cow-boy doux et honorable qui se retrouve pris entre des hors-la-loi et une femme terrifiée lors d'un braquage de diligence qui tourne mal. Mais le véritable génie ne réside pas dans l'action, mais dans la tension. Richard Boone, dans le rôle du chef de gang Frankisher, n'est pas un méchant avec une moustache à twister. Il est humain, solitaire, presque sympathique, et c'est ce qui le rend terrifiant. Il aurait pu être le héros dans une autre vie, mais dans celle-ci, c'est un tueur à la recherche de signification. Le film prend son temps, le silence compte. Chaque mot, chaque regard a du poids. La femme, jouée par Maureen O'Sullivan, n'est pas juste une demoiselle en détresse. C'est une femme qui se défait sous la pression, sa fragilité entrant en conflit avec une résilience enfouie. Ce qui se déroule est un philosophique duel. Que vaut la décence? Qu'est-ce qui sépare un homme bon d'un mauvais quand le désert s'en moque? Le climax n'est pas explosif, il est dévastateur. La mise en scène de Boetiché est concise, concentrée. Il peint la moralité avec ambiguïté et privilégie le caractère sur le spectacle. The Tall T n'est pas seulement un western, c'est une réflexion silencieuse sur la virilité, la peur et la fine ligne entre la survie et l'abandon.
Le bigame, 1953. Avant que le terme anti-héros ne devienne un mot à la mode, le bigame nous présentait un homme partagé entre deux foyers et deux cœurs brisés. Réalisé par et avec Ida Lupino, le film suit un voyageur de commerce, Edmond O'Brien, qui mène une double vie, une femme à Los Angeles, une autre à San Francisco. Mais ce n'est pas une histoire de trahison, c'est une histoire de solitude, et comment même l'amour peut être un piège. Lupino, une des rares réalisatrices à Hollywood à l'époque, traite le matériel avec une empathie poignante. O'Brien n'est pas un monstre. Il est une épouse et sans enfant, et axé sur les affaires, Joan Fontaine. L'autre est chaleureuse, mais pauvre. Chaque femme lui offre quelque chose dont il a besoin. Et, pourtant, le mensonge le ronge. Ce qui est étonnant, c'est à quel point le film est retenu. Il n'y a ni cri, ni mélodrame, juste une dévastation silencieuse. Quand la vérité éclate, il n'y a pas de triomphe, seulement de la tristesse. La confrontation de Fontaine n'est pas une fureur, c'est un bouleversement. La narration, livrée par un travailleur social, joué par Edmund Gwenn, ne demande pas de jugement, mais de la compréhension. C'était radical pour son époque. Un film qui voyait les faiblesses humaines non comme criminelles, mais tragiques. Le bigame retire le masque de la famille nucléaire des années 50 pour révéler les vides émotionnels qu'elle cachait souvent. Ce n'est pas seulement en avance sur son temps, c'est toujours pertinent aujourd'hui. En Dangerous Ground, 1951, peu de films passent si brusquement du noir au lyrisme comme On Dangerous Ground. Au début, c'est un territoire classique du hard-boiled. Robert Ryan joue Jim Wilson, un policier violent de la Valley, se décomposant à cause de la rage et de l'isolement. Mais lorsqu'il est envoyé au nord de l'État pour enquêter sur un meurtre, la campagne enneigée commence à dégeler plus que l'affaire. Elle commence à le dégeler lui. Ce qui se déroule est d'une tendresse inattendue. Il rencontre Mary, Ada Lupino, la sœur aveugle du suspect. Sa gentillesse, sa résilience et sa force tranquille contrastent fortement avec tout ce que Wilson connaît et quelque chose en lui, déplacement. Nicolas Ray réalise avec une précision poétique. Le film commence avec des ombres, des ruelles sombres, des passages à tabac, et se termine par le silence, la lumière et la rédemption. La partition émotive et enveloppante de Bernard Herrmann capture la transformation non seulement du personnage, mais de l'atmosphère entière. Robert Ryan, habituellement considéré comme dur et indomptable, livre une performance empreinte de vulnérabilité. Lupino, douce et lumineuse, devient le centre de gravité inattendu. Sa maison dans la neige devient un sanctuaire, non seulement contre le crime, mais contre l'effondrement émotionnel. Ce n'est pas juste un film de genre, c'est un voyage spirituel. Il pose la question, un homme qui n'a connu que la violence peut-il trouver la paix? Et la réponse qu'il donne n'est pas facile, mais profondément méritée. The Hitchhiker, 1953, brutal, implacable, et réalisé par une femme à une époque où Hollywood le permettait à peine. The Hitchhiker est le récit épuré et terrifiant d'Ida Lupino, de deux amis pris en otage par un vagabond sadique lors d'une partie de pêche. Basé sur un tueur en série réel, le film ne perd pas une seule image. Il est tendu du début à la fin. Edmond O'Brien et Frank Lovejoy jouent les voyageurs malchanceux. William Tellman est glaçant dans le rôle d'Emmett Myers, le tueur avec un œil qui ne se ferme jamais complètement, même quand il dort. Ce détail étrange, à lui seul, instaure l'ambiance. Vous n'êtes jamais en sécurité, même pas dans votre sommeil. Le film se déroule à travers un paysage désertique aride, aussi stérile et impitoyable que l'humanité de Myers. Ce qui est vraiment troublant, c'est l'emprise psychologique que Myers exerce sur ses captifs, testant leur amitié, exploitant leur peur et transformant les moments de silence en un suspense insupportable. Lupino réalise avec une efficacité brutale, rarement vue dans les films dirigés par des hommes. Noir. Il n'y a pas de glamour ici, pas de méchanceté romantique, juste la survie, la terreur et une société aux prises avec l'après-guerre. Traumatisme. Pendant des décennies, The Hitchhiker a été éclipsé, mais il est maintenant à juste titre considéré comme l'un des films noirs les plus importants de l'époque et une œuvre révolutionnaire de réalisation féminine. À une époque de conformité, ce film a crié rébellion. Le papillon jaune, 1950. Mélangez les 39 marches avec un drame psychologique et vous obtenez Le papillon jaune, un thriller britannique qui oscille entre jeu d'espionnage et histoire d'amour, tout en déstabilisant son public. Trevor Howard joue un ancien officier du renseignement britannique devenu catalogueur de papillons. Oui, vraiment. Entraîné dans un mystère de meurtre impliquant une jeune femme troublée jouée par Jean. Simmons. Simmons est magnétique, fragile à un moment, féroce le suivant. Son personnage, Sophie, vit avec une tante cruelle et un S
secret qui fait d'elle une suspecte de meurtre. Quand le système se retourne contre elle, le personnage de Howard croit en son innocence et s'enfuit avec elle à travers la campagne anglaise. Mais ce n'est pas des vacances romantiques. C'est une chasse à l'homme haletante avec de vrais enjeux. Le suspense mijote plutôt qu'il n'explose. Il y a toujours le sentiment que le danger est juste hors cadre, en train de regarder, attendu. Le réalisateur Ralph Thomas utilise les ombres, le silence et des regards subtils pour construire la tension. Et la chimie entre Simmons et Howard, c'est une étincelle dans la tempête. Ce qui distingue The Clouded Yellow n'est pas seulement l'espionnage ou la poursuite, c'est la texture émotionnelle. Vous soutenez ces personnages non seulement pour qu'ils survivent, mais pour qu'ils soient crus, qu'ils soient vus, qu'ils soient libres. Oublié par beaucoup, ce thriller mérite d'être redécouvert, comme les papillons en son cœur, rare, insaisissable et magnifique. The Man in the White Suit, 1951. Et si le progrès n'était pas le bienvenu? The Man in the White Suit est une comédie noire avec un message brûlant. Alec Guinness joue le rôle d'un chimiste idéaliste qui invente un tissu indestructible et anti-saleté, un miracle qui pourrait changer le monde. Mais au lieu de reconnaissance, il se retrouve traqué par des hommes d'affaires avides et des ouvriers terrifiés. Les syndicats. Car que se passe-t-il lorsqu'une invention menace tout le système? Le film, réalisé par Alexander McKendrick, est une satire incisive vêtue de blouses de laboratoire et de fumée d'usine. Guinness joue Sidney Stratton avec un mélange charmant d'innocence et d'obsession. Il ne cherche pas à être un rebelle. Il veut juste aider, mais le monde n'est pas prêt. Le costume qu'il porte, d'un blanc éclatant et intouchable, devient un symbole de pureté dans une société fondée sur le compromis. Chaque scène équilibre l'humour et la critique. Les réunions d'usine, les accords conspiratoires en coulisses, la paranoïa croissante, c'est hilarant et horrifiant. Et malgré tout, Sidney continue de sourire, croyant que la raison l'emportera. Ça ne le fait pas. La fin n'offre pas de résolution, elle offre une réflexion. L'homme au complet blanc n'est pas seulement une comédie, c'est un avertissement que le véritable danger du génie n'est pas l'échec, mais le succès. C'est aussi pertinent aujourd'hui que jamais, peut-être même plus.